Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernières Nouvelles des Étoiles, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Depuis maintenant quelques années, la présence de méthane dans l'atmosphère martienne fait l'objet de vifs débats. Dès 2004, un spectromètre installé sur la sonde européenne Mars Express suggérait la présence de traces infimes de ce gaz. 10 ans plus tard, c'est au niveau de la surface que le rover Curiosity a détecté des pics saisonniers de méthane. On pensait apporter une preuve définitive de sa présence grâce à la mission européenne ExoMars TGO, conçue presque spécialement dans ce but. Mais jusqu'à présent, les spectromètres ultra précis de TGO ont été incapables de confirmer la présence de méthane depuis l'orbite. Et ce, même lorsque Curiosity détecte de nouveaux pics depuis le sol. Alors qui a raison? Y a-t-il ou n'y a-t-il pas de méthane sur Mars? Si oui, dans quelle quantité et surtout pour quelles raisons? Sur Terre, la présence de méthane est généralement le signe d'une activité biologique, ce qui rend la question d'autant plus brûlante. Avant même de pouvoir y répondre, il va falloir y ajouter une nouvelle énigme. Celle-ci concerne les niveaux d'oxygène dans l'atmosphère de la planète rouge, et c'est encore une fois Curiosity qui nous la sert. 4 ou 5 fois par saison, l'instrument SAM du rover relève la composition de l'atmosphère au niveau du cratère Gale. Après 3 années martiennes, il a permis de mettre en évidence des phénomènes saisonniers. Au cours de l'année, la pression atmosphérique varie, car du CO2 est tour à tour piégé ou libéré des calottes polaires. Cela entraîne des variations saisonnières maintenant bien connues dans la présence des principaux gaz. Sauf que l'oxygène, lui, ne se comporte pas vraiment comme prévu. Au cours des printemps et des étés martiens, Curiosity en a relevé des niveaux bien plus importants qu'attendus. Ces variations sont pour le moment sans explication, à tel point qu'elles ont amené les équipes de la NASA à revérifier à maintes reprises le bon fonctionnement de l'instrument. Plusieurs hypothèses ont été émises, mais aucune n'est vraiment convaincante. Le fait que ces variations soient rapides semble pointer le doigt vers une origine chimique. Le sol de la planète rouge est riche en oxygène et on peut imaginer qu'un phénomène saisonnier contribue à le libérer. Il reste cependant compliqué d'expliquer comment cet oxygène peut être aussi rapidement produit et détruit. Par ailleurs, les variations des niveaux d'oxygène ressemblent étrangement à celles observées pour le méthane. Il faut se rappeler qu'il s'agit de mesures locales, qui ne concernent pour le moment que le cratère Gale où est installé le rover de la NASA. Les niveaux d'oxygène et de méthane ne suivent pas non plus exactement les mêmes fluctuations. Curiosity a parfois relevé des pics de méthane en hiver, tandis que les excédents d'oxygène ne concernent que le printemps et l'été. Il existe tout de même une chance pour que les deux phénomènes soient liés. Et bien entendu, la question est maintenant double. Ces pics inexplicables ont-ils une origine géochimique ou biologique ? Depuis l'orbite, la mission ExoMars TGO parviendra peut-être à apporter des mesures complémentaires. L'arrivée de nouveaux rovers début 2021 pourrait aussi amener quelques indices supplémentaires, même si ces derniers ne sont pas spécialement équipés pour les relevés atmosphériques. En attendant, l'instrument SAM installé sur Curiosity va continuer de surveiller périodiquement les variations atmosphériques présentes au niveau du cratère Gale, en espérant que cette fois-ci, ces mesures seront en accord avec celles des autres missions martiennes. Allez, on quitte la planète rouge pour aller voir du côté de notre autre voisine. Bien que plus facilement accessible que Mars, Vénus n'a pas bénéficié du même effort d'exploration au cours de ces dernières décennies. La faute à une couverture nuageuse trop épaisse, des conditions au sol intenables et des journées interminables. Il y a pourtant beaucoup de questions laissées en suspens par la sœur jumelle de la Terre. A-t-elle un jour accueilli des océans, voire la vie? Quels mécanismes ont alors déclenché son terrible dérèglement climatique? Pour répondre à ces interrogations, il faudra un jour envoyer de nouvelles sondes, et si on est un peu ambitieux, des atterrisseurs ou des systèmes d'exploration atmosphérique. L'exploration de l'atmosphère de Vénus a donné lieu à quelques brèves missions et à un grand nombre de concepts. La NASA vient justement de demander à une université américaine de plancher sur une nouvelle idée qui porte le nom de BREEZE.
Il s'agit d'une sonde qui pourrait évoluer dans l'atmosphère de Vénus pendant de longues périodes, en reproduisant le mode de déplacement des raies manta. Il s'agirait donc d'une sorte d'aile volante à la géométrie variable. Ses extrémités seraient capables de se contracter dans une sorte de battement, ce qui permettrait de fournir la propulsion, le contrôle, la stabilité et un peu de portance au système. Un tel dispositif serait particulièrement adapté pour aller explorer la face sombre de Vénus, dont on sait très peu de choses. Il faut 243 jours à la planète pour effectuer une rotation, ce qui donne lieu à des nuits très longues. Breeze se laisserait porter par les puissants vents présents en altitude, ce qui lui permettrait de faire le tour de la planète en 4 à 6 jours. Équipé de batteries et de panneaux photovoltaïques, il se rechargerait au soleil avant de plonger dans la nuit vénusienne pour étudier l'atmosphère, recueillir des échantillons ou surveiller l'activité volcanique. La sonde ailée évoluerait à 50 km d'altitude, là où les conditions sont au final très clémentes. Pression et température y sont en effet assez proches de celles qu'on retrouve sur Terre, si bien que certains chercheurs pensent même que certaines formes de vie pourraient y survivre. Pour le moment, l'université en charge du développement du concept a reçu une petite bourse dans le cadre du programme NIAC. Le projet pourrait donner lieu à une mission réelle ou rejoindre les nombreux concepts de véhicules vénusiens volants qui n'ont jamais vu le jour. Ce qui est encourageant, c'est que la NASA est en ce moment très friand d'engins d'exploration volants. Au cours des prochaines années, elle enverra 2 drones à hélice sur Mars et Titan. Breeze est par ailleurs un concept qui pourrait fonctionner dans d'autres atmosphères que celle de Vénus. Il sera peut-être mis en compétition avec le concept VAMP développé par Northrop Grumman, une gigantesque aile volante de 55 mètres d'envergure qui flotterait à la manière d'un dirigeable et se propulserait à l'aide d'hélices. En attendant, la prochaine étape dans l'exploration de Vénus, ce sont les 2 survols prévus par la sonde euro-japonaise Bepi-Colombo, en route vers Mercure. Ils auront lieu en octobre 2020 et août 2021. Le second se fera à une altitude de 1000 km seulement. 8 des 11 instruments de la sonde seront capables de prendre des mesures, ce qui devrait permettre d'étudier l'atmosphère, la structure interne et l'interaction avec le vent solaire de notre voisine. Peut-être l'occasion de comprendre un peu mieux ce qu'il se passe dans les nuits vénusiennes. On continue avec une sonde qu'on n'avait pas évoquée depuis un petit bout de temps. Parker Solar Probe a été lancée l'année dernière pour étudier le Soleil de très près. Depuis, elle a déjà effectué 3 passes rapprochées du Soleil à une distance de 25 millions de kilomètres environ. En décembre, elle effectuera elle aussi un survol de Vénus qui lui permettra d'abaisser son périhélie à 19 millions de kilomètres. En attendant, la NASA vient de rendre public l'accès aux premières données collectées. Il vous est possible de parcourir les observations de Parker Solar Probe à travers une série de sites que je vous mets en description. Une première analyse scientifique de ces résultats devrait être publiée avant la fin de l'année. La partie la plus excitante de la mission est cependant encore devant nous. La sonde va continuer à abaisser son périhélie, son point de passage le plus proche du Soleil, jusqu'à 6,9 millions de kilomètres. Ce qui aidera à comprendre les mécanismes qui chauffent la couronne de notre étoile et accélèrent le vent solaire. La sonde japonaise Hayabusa 2 arrive elle par contre au bout de son exploration de l'astéroïde Ryugu. Elle lui a fait ses adieux mercredi dernier pour reprendre la route de la Terre avec dans ses bagages 2 précieux échantillons. L'un d'entre eux a été prélevé à la surface, tandis que l'autre provient du site d'un impact artificiel causé par la sonde. En tout, Hayabusa 2 sera resté 1 an et demi sur place. Il va maintenant lui falloir un peu plus d'1 an de voyage avant de larguer sa précieuse cargaison dans l'atmosphère terrestre. Après avoir atterri en Australie, les échantillons seront analysés au Japon. Mais ce ne sera probablement pas la fin du voyage pour la sonde japonaise. Il lui reste assez de carburant pour aller visiter un autre astéroïde. Et il y a maintenant un candidat. Il s'agit de 2001 WR1. Un astéroïde géocroiseur de 650 mètres de diamètre. La rencontre pourrait avoir lieu en 2023. Hayabusa 2 n'a cependant pas assez de carburant pour une nouvelle mise en orbite. Mais bon, un survol gratuit, c'est déjà bon à prendre.
Et on va boucler cet épisode de DNDE avec une sonde beaucoup plus ancienne. Voyager 2 a quitté l'héliosphère, la zone d'influence du vent solaire, en novembre 2018, soit 6 ans après Voyager 1. Contrairement à sa grande sœur, Voyager 2 est sortie par l'hémisphère sud. Les quelques mesures qu'elle est encore capable de nous communiquer sont assez surprenantes. Elles viennent d'être décortiquées dans une série de 5 articles publiés début novembre. Elles offrent le seul point de comparaison avec les données sur l'héliopause de Voyager 1, acquises à partir de 2012. La première surprise, c'est que les deux sondes sont sorties de l'héliosphère à peu près à la même distance, 119 et 121 unités astronomiques. Or, on aurait pu s'attendre à une différence plus importante, vu que l'activité du Soleil était à son maximum pour l'une et à son minimum pour l'autre. Autre surprise, la direction du champ magnétique dans l'espace interstellaire semble être la même qu'à l'intérieur de l'héliosphère. Cette observation avait déjà été faite avec Voyager 1, mais l'hypothèse d'une coïncidence était encore plausible, beaucoup moins maintenant. D'autres différences notables sont présentes entre les mesures des deux sondes jumelles, la vitesse des vents solaires juste avant la limite ou l'épaisseur de l'héliopause. Les deux sondes sont maintenant clairement dans l'espace interstellaire, bien qu'elles restent dans la zone d'influence gravitationnelle du Soleil. Au cours des prochaines années, elles vont peu à peu éteindre leurs quelques instruments restants pour prendre un repos mérité, ce qui signera enfin la fin d'une des épopées les plus grandioses de l'exploration spatiale. Et nous voici au bout de cet épisode de DNDE. Un espace commentaire sortira ce dimanche à 18h. On y répondra aux remarques et aux questions que vous vous posez en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les sources dans la description. Vous y trouverez également des liens pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve jeudi à 18h pour un dossier de l'espace. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.